C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à un nouvel épisode de la balado Une tasse de tech, balado techno. Balado techno, oui, mon Dieu, j'articule pas bien. Je vais trop vite, comme les processeurs Intel de 14e génération, desquels on va parler la semaine prochaine, parce qu'on a vu l'information cette semaine. Mais là, je suis excité parce qu'on a parlé de ces affaires-là avec les gens d'Intel et on présentera ça dans le prochain épisode. Cette semaine, on va parler de sécurité informatique. Oui. Mais on va aussi parler de plein d'autres affaires, pas mal de fun. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna, comment allez-vous? Je vais très bien vous-même. Ça va très très bien. Hey, sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Un délicieux café. Ah non, moi je lance direct pile poil dans les partenaires du podcast qui nous permettent de manger, entre autres, TELUS, Plan Hub, Jura, parce que si vous aimez le café, vous allez aimer la machine à café Jura E8 qui est entièrement automatique, qui a la pression d'un seul bouton, mesdames et messieurs, et les autres. Un seul bouton, vous avez une boisson caféinée ou pas, avec du café en grains ou pas, avec du lait ou pas. Un seul bouton, pas besoin de mousser séparément le lait. Le nettoyage est super facile avec un petit nettoyant avec des enzymes. Vous pouvez choisir précisément la quantité de lait, d'eau et de café. C'est enregistré dans la machine, sélection facile. Visitez la salle de montre Edica sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Vous allez pouvoir voir tous les modèles de la gamme. Dites-leur bonjour de notre part. Dites-leur, hey, c'est une tasse de tech qui nous envoie. Qui sait, vous allez peut-être avoir un café de plus gratuitement. Oh oui. Oh, dans une belle tasse. J'ai pour vrai, dans une belle tasse. Ils ont des beaux produits chez Edica à Montréal. TELUS et Plan Hub, j'ai rien de particulier à dire, à part que ce sont nos partenaires, effectivement. Donc, et voilà, qui sont très sympathiques. C'est grâce à eux qu'on mange. On pourrait souhaiter bon anniversaire à Word. C'est une date historique qui va être traversée, oui, effectivement, parce que Word a 40 ans. Je suis plus vieux que Word. C'est quand même terrible de savoir ça. Et au départ, il y avait beaucoup, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais il y avait une multitude de traitements de texte. Ah, il y avait l'église WordPerfect, il y avait WordPerfect qui fonctionnait avec des raccourcis clavier qui étaient épouvantables. Moi, je me souviens à l'université, on nous a dit, on va vous apprendre WordPerfect et Lotus 1, 2, 3. Lotus et l'autre que je Lotus 1, 2, 3, les logiciels qui vont vous servir toute votre carrière. On pensait jamais que WordPerfect allait disparaître ou quasi disparaître. Je pense qu'il existe encore, mais... On écrivait des textes en gris pâle sur fond bleu. Oui, dans le temps où l'Internet était en noir et blanc seulement. Aïe, aïe, aïe. Et ce que j'ai appris, je ne savais pas ça, Word s'appelait au départ Multitool Word. Il a été conçu pour les ordinateurs IBM PC. Puis là, évidemment, même si ça n'a jamais été, et c'est pas méchant de le dire, Word n'a jamais été un logiciel qui était innovateur. Il y a beaucoup de fonctions qui venaient d'autres logiciels, mais il a réussi à s'imposer. Je pense que plus de 90% du marché des traitements de texte, ou en tout cas les utilisateurs d'entreprise, très, 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 très grande majorité, malgré des alternatives gratuites, malgré des alternatives très fonctionnelles du côté d'Apple et compagnie. Donc, bon anniversaire, Word. Tous ces logiciels libres aussi qui ont essayé de déloger Word. Voilà, LibreOffice et compagnie. Très belle alternative, mais il manque toujours ce je ne sais quoi de Word, qui est maintenant Word 365 dans Microsoft 365, synchronisation automatique dans les nuages, la totale. Exact. On va passer aux actualités sur cette note 6 d'anniversaire, n'est-ce pas? Rappelez aux gens que si vous voulez vous informer chaque matin rapidement, facilement, il existe une infolette pour vous qui s'appelle InfoBref. Chaque matin, InfoBref vous donne l'essentiel des nouvelles importantes, principaux événements de l'actualité. Il n'y a juste pas de résultats sportifs, en fait. Ce que les gens apprécient souvent, ça se lit très bien, 5 minutes chaque jour. Visitez infobref.com pour la trouver, vous abonner. Il y a des affaires, des technos, de la politique, il y a plein de trucs là-dedans. C'est intéressant, léger et gratuit, c'est pas rien non plus. Et là, on a des nouvelles de Qualcomm pour partir ça sur les chapeaux de roue. Il y a du nouveau du côté des écouteurs pour Qualcomm, si j'ai bien compris. Oui, Qualcomm qui font les processeurs de la plupart des téléphones haut de gamme, les processeurs Snapdragon, lance maintenant la Snapdragon Sound Platform. C'est très fou quand on voit ça, qui va combiner le Wi-Fi et le Bluetooth pour avoir une connexion à ces écouteurs plus fiables, à plus grande distance, à plus grande portée, mais aussi surtout de meilleure qualité sonore. Parce qu'avec le Bluetooth, la bande passante n'est pas suffisante pour diffuser de l'audio sans compression. Oui, le fameux format sans compression. Format sans compression, on veut ça avec leur nouveau format qui utiliserait du micro Wi-Fi.
Je trouve ça très drôle, bon? du micro Wi-Fi qui serait du Wi-Fi avec une faible consommation d'électricité qui permettrait d'avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie, la même autonomie qu'on a avec nos écouteurs conventionnels, mais on pourrait passer indépendamment du Wi-Fi au Bluetooth en fonction de la distance qu'on est de l'appareil, de la qualité de la connexion. On pourrait se déplacer avec son écouteur partout dans la maison et rester connecté par Wi-Fi à son téléphone qui est sur notre table, par exemple. Okay. Je trouve ça assez fou. On pourrait diffuser du 192 kHz sans perte. Les audiophiles vont dire c'est pas encore de la full résolution de mon micro-sillon, mais 192 kHz, en théorie, c'est assez pour diffuser du signal sans compression. Il y aurait deux plateformes, la S7 et la S7 Pro, donc une petite puce qu'on va trouver dans ces écouteurs. Ça devrait arriver dès l'an prochain dans ces écouteurs de, entre autres, Jabra, Bose, Shure, Audio-Technica et sûrement d'autres qui vont être annoncés. Mm-hmm. Pas Apple, sans surprise, qui aiment travailler avec leur processeur, leur technologie. La question que je me demande, est-ce que Sonos va se joindre à cette technologie-là? Sonos a déjà une technologie d'écouteurs multipièces. Mm-hmm. Avec cette technologie-là, Sonos pourrait offrir des écouteurs qui se combinent avec les haut-parleurs, et puis je ne sais pas comment, mais ça pourrait être assez magique comme technologie. La puce S7 ou S7 Pro serait plus costaude. Elle permettrait de mieux gérer l'annulation de bruit intelligente, parce que non seulement on a un signal sonore à traiter de plus grand débit, ça demande un processeur plus costaud, mais on pourrait aussi mieux gérer l'annulation de bruit active, y compris avoir une annulation de bruit intelligente. Donc c'est ça. Ce qu'Apple offre déjà, annulation de bruit variable. Donc, ça permettrait d'être en mode d'activer automatiquement le mode transparence si un bruit s'approche de nous. Mm-hmm. Alors, je me dis d'expliquer aux policiers que non, j'ai entendu l'auto arriver, ou non, je portais mes écouteurs en conduisant, mais j'entendais tout ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas sûr. L'inconvénient, il va falloir avoir un téléphone ou un appareil avec un processeur Snapdragon 8 génération 3. Ben, pourquoi pas? Donc, ben oui, on crée l'écosystème, on ne le crée pas, hein? On crée l'écosystème. Donc, malheureusement, il va falloir mettre à jour son téléphone pour profiter de cette nouvelle technologie-là. Je disais le truc, c'est comme, j'ai hâte d'acheter des écouteurs comme ça va fonctionner sans problème. J'imagine que ça va fonctionner en Bluetooth avec ses écouteurs standards, avec son téléphone qui n'est pas Snapdragon 8 génération 3. Mais si on veut avoir la totale et la connexion en micro Wi-Fi. On va jouer des MP3 encodés à, je ne sais pas combien, 64 kbps par seconde. C'est ça, des MP3 cheap. Mais c'est sûr que dans les écouteurs Samsung, Sony, tout ça, la prochaine frontière, c'est l'audio sans compression. Donc, on va éventuellement se remettre à mettre un vinyle et à y aller avec le cornet et tout le kit. On va se tourner du côté du jeu vidéo, si tu me permets, Pascal, du jeu vidéo montréalais, parce qu'il y a un nouveau studio qui vient de lancer, ou qui lance ces jours-ci son premier jeu, et qui a une particularité assez intéressante, c'est que c'est un jeu qui se déroule à Montréal. Donc, on a reproduit Montréal dans le jeu. Le jeu s'appelle This Bed We Made. C'est un jeu inspiré du cinéma, des films noirs des années 50, et ça se passe dans le Montréal des années 50. Donc, pour les gens qui étaient là, vous pourrez comparer vos souvenirs. Pour ceux qui sont probablement plus nombreux qui n'étaient pas là, c'est une belle incursion dans un environnement virtuel qui reproduit, dans le fond, une ville, Montréal, qui est la nôtre. Hein. On voit souvent les New York, les Los Angeles et tout ça, les San Diego, juste ça comme ça. Là, on a Montréal. C'est le premier jeu, en fait, d'un studio qui s'appelle Low Birth Games, qui est créé par deux sœurs et un cousin, Chloé Raphaël et Olivier Lucie, ont fondé ce studio-là. Il y a une quinzaine d'employés au total et ils viennent de mettre en marché, donc, This Bed We Made. Dans le jeu, là, ça se passe dans les années 50. Le personnage, l'héroïne, en fait, s'appelle Sophie. C'est une femme de chambre dans un hôtel qui s'appelle le Clarington, qui ouvre la porte de la chambre 505. Et là, pouf, ça change sa vie et ça nous mène dans un scénario qui est très film noir, donc lugubre, sombre, meurtre et mystère un peu, mais très scénarisé. La narration est quand même assez présente. Oui. J'ai hâte de voir ça. Les artistes, les voix qui ont été faites par les artistes sont des membres de l'Union des artistes d'ici, pour garder cette touche, cette saveur locale. Donc, ça fait changement des jeux à grand déploiement qui se passent partout ailleurs dans le monde. Oui, avec des accents franchouillards pour les personnages, ça peut être...
Ouais, ben là, j'ai hâte de le voir. J'ai pas entendu, rien vu encore. Si ça se passe à Montréal, en théorie, ça va être un accent Montréal. Il n'y aura pas d'accent français pointu. Il y a de la musique de l'époque du Québec, donc ça va être le fun à suivre. Ça sort sur Xbox et PlayStation le 1er novembre officiellement au coût de 32 $. Donc ça vaut peut-être la peine pour les gens qui aiment les jeux vidéo, qui cherchent quelque chose d'original et de pas trop cher. Allez voir ça. This Bed We Made, de Lobert Games. Voilà. Oh, mettant en vedette des chansons de la Bolduc. J'essaie d'imaginer, ça quelque chose. Ça se passe des années 50, et là, je me dis, mais quelle chanson qui jouait? Alors, tout ce qui me vient en tête, c'est la Bolduc. Je pense que c'est... mon Dieu, je l'ai écrit quelque part, je l'ai oublié. Mais c'est une chanson qui s'appelle Parc La Fontaine qui jouait sur la radio en 1957. Ça, c'est génial. Allez savoir. On retourne dans le futur avec OpenAI, qui a une nouvelle façon, qui assure pouvoir d'en fait détecter les fausses images, si j'ai bien compris. Oui, le Chief Technology Officer Mira Murati aurait dit que OpenAI a une option, une formule, un outil qui teste à l'interne en ce moment dans le but de le déployer au grand public bientôt, qui permettrait de détecter les images générées par l'intelligence artificielle générative à 99%, mesdames et messieurs. Presque parfait. Pas 90, pas 80, pas 50, 99%. J'ai des gros doutes, honnêtement. C'est pas la première fois qu'on nous parle d'outils qui détectent les faux, les trucs générés par l'intelligence artificielle. La question que je me demande, est-ce que ça va bien fonctionner? Il y a déjà des solutions similaires. Il y a Optic, entre autres, qui offre une solution qui s'appelle AI or Not, qui donne des résultats qui sont souvent controversés. Des vraies photos se font identifier comme étant générées par l'intelligence artificielle générative. Il y a aussi Google qui propose un nouvel outil de Google, About This Photo, About This Picture, qui est testé dès maintenant. Si vous changez la langue de votre système, les utilisateurs anglophones du monde entier peuvent avoir accès à cet outil-là. Je ne l'ai pas encore fait. Je devrais le faire. J'étais curieux. J'ai essayé sur un autre navigateur, mais j'avais besoin de travailler. Je ne pouvais pas tout changer en anglais. Mais si vous voulez l'essayer. Donc, en ce moment, c'est la course à détecter qu'est-ce qui est généré par l'intelligence artificielle, quelque chose qui va limiter la désinformation, qui va éviter la propagation d'images qui ont été générées de façon soit amusante ou malicieuse. Ça peut être des utilisations malveillantes des photos. Déjà que c'était difficile d'identifier des photos dans le contexte et tout, de présenter des photos comme n'étant pas ce qu'elles sont. Maintenant, on peut générer l'image qu'on veut pour provoquer le sentiment qu'on désire. Donc, on peut faire rire, mais on peut aussi causer des trucs un peu délicats. Ouais. Alors, on va voir ça. Est-ce que OpenAI va lancer son outil? Va-t-il être aussi efficace qu'on le dit? Et moi, je suis toujours émerveillé qu'il n'y ait pas de filigrane quand on génère une image, qu'il n'y ait pas quelque chose qui est peut-être le cas, mais qui n'est pas annoncé. Parce que je sais que dans les imprimantes au laser, entre autres, si on imprime quelque chose, on peut reconnaître son imprimante, il y a des filigranes à l'intérieur. Si ça marche pour une imprimante au laser, ça devrait être possible. Quand on génère une image, OpenAI, les compagnies d'intelligence artificielle, de mettre un filigrane électronique, quelque chose qui est invisible pour l'humain, mais qui, en cas de besoin, peut dire, il y a des traces de tout ça. Alors, même si tu as retouché ta photo un peu, il y a peut-être suffisamment d'indices qui dit, ça a été généré. En tout cas, c'est ma théorie. Si vous avez une image louche sous les yeux, essayez ça, effectivement. Parlant d'images louches, c'est pas louche du tout, mais il y avait cette semaine à Austin, au Texas, le Lenovo Tech World, Lenovo, compagnie chinoise qui est propriétaire de la marque de téléphone Motorola depuis quelques années. Et Motorola a présenté des concepts de téléphone assez le fun là-bas, dont un téléphone entièrement enroulable qui repousse, n'est-ce pas, la limite de ce qui est en fait le marché des téléphones pliables qu'on voit actuellement. On sait que Motorola en a un, le Razr Plus, qui se plie en deux. D'ailleurs, qui se plie en deux. Et qui, se plie vers l'intérieur. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du téléphone qui était présenté, on a un affichage adaptatif qui s'enroule à l'envers, donc vers l'extérieur, et qui peut faire un rond complet. Et dans la vidéo qui démontre l'utilisation du produit, on le fait comme un bracelet connecté. Donc, on aurait un téléphone dans les mains, l'écran fait 6,9 pouces de diagonale, et on pourrait l'appuyer sur son poignet et l'enrouler au complet, comme on le ferait avec une montre intelligente ou un bracelet intelligent qui serait de l'écran mur à mur, par contre, qui n'aurait pas seulement de l'écran. On parle d'une technologie P-OLED. Je ne sais pas ce que le P veut dire, mais probablement pliable. C'est mes deux. Progressif. Interprétation, d'une résolution pleine HD+, donc haute définition de 6,9 pouces. On dit que c'est un téléphone qui pourrait fonctionner avec Android tel qu'il existe en ce moment, donc on pourrait commercialiser ça si seulement la technologie existait. L'appareil se replie de différentes façons.
On peut évidemment l'avoir pleinement droit comme un téléphone normal. On peut replier la base, le tiers inférieur, pour en faire un appareil qui se dépose qui tient debout comme avec un socle. Auquel cas, il y a seulement les 2 tiers supérieurs qui s'illuminent et qui s'affichent. Ça donne un écran de 4,6 pouces de diagonale. Ou alors, on l'enroule autour du poignet et on a un appareil qui n'a que l'espèce de partie centrale qui s'illumine et qui s'affiche comme on le voit sur le dessus du téléphone Razr Plus actuellement. Donc, on a une version réduite, une interface réduite de 3 pouces et quelques de diagonale, un peu comme le fait le Galaxy Fold aussi chez Samsung. Je ne sais pas si on va commercialiser. On dit qu'on jongle avec cette option-là. Quand on voit la vidéo, on voit que l'espèce de polymère pour l'arrière du boîtier est quand même assez souple. Ça, on dirait quasiment du tissu, donc je ne sais pas à quel point ce serait faisable. Mais je pense qu'au niveau de la technologie d'écran, ça existe et c'est déjà quelque chose qui pourrait être utilisé commercialement. La question, c'est est-ce que c'est ça, que ça tienne le coup, que ce soit durable, que ce soit... de 10 000 fois plié et ainsi de suite. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. On a présenté aussi quelque chose qui risque d'arriver plus rapidement et qui s'appelle Moto AI, qui est une évolution de l'application qui existe déjà de Moto, qui ajoute des automatismes basés sur l'intelligence artificielle. Motorola a déjà, depuis de nombreuses années, une interface gestuelle extrêmement le fun à utiliser sur les téléphones Moto. Ça fait des années, là. On parle de secouer ou de vibrer ou peu importe, de bouger l'appareil pour créer des fonctions, que ce soit pour allumer l'appareil photo, la lampe de poche, des choses comme ça. Et là, on pense qu'on peut faire la même chose en utilisant l'intelligence artificielle, notamment repérer automatiquement les documents quand on prend une photo pour les numériser en PDF. C'est quelque chose qui est difficile à faire sur un téléphone Android sans passer par 10 000 sous-fonctions de menus de réglage dans des applications pointues, puis ainsi de suite. On pense aussi qu'on peut automatiquement générer des résumés de texte, donc prendre en photo des longs textes et avoir un résumé. Chose qui est super à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle. Je veux dire que les gens n'aiment pas lire. Tout le monde veut des résumés. Il faut faire confiance à l'intelligence artificielle dans ce temps-là. C'est quand même pas rien. C'est ça. Mais Motorola pense qu'elle peut l'offrir avec cette application-là. Et la dernière chose qu'elle pense pouvoir offrir aussi, c'est une meilleure protection de la vie privée des gens qui utilisent leur téléphone. Et ça, je n'ai pas tout à fait compris, mais on dit qu'on peut brouiller automatiquement le nom, la photo, les coordonnées des gens sur des images qu'ils vont partager. Je ne sais pas, les gens qui partagent des images, généralement, veulent se faire voir. Donc, c'est un peu contradictoire, mais on pense qu'on peut... Mais on peut cacher les informations qui t'identifient personnellement. Si tu as l'adresse de ta maison, le numéro de plaque de ta voiture, ça pourrait automatiquement les voiler ou les transformer. C'est drôle parce que tu disais que les gens n'aiment pas lire. Il y a une étude qui a été envoyée, je ne l'ai pas mis dans les notes, je te surprends avec ça. NordVPN, une compagnie de VPN, a indiqué que les notices de politique de confidentialité des sites qu'on visite sont en moyenne de 6148 mots. Oh boy, et que celle de 1148 mots et celle de Facebook, qui serait la plus longue, ferait 19 434 mots. C'est un livre de 200 pages, ça. Ben oui. On devrait lire ça avant de se connecter à Facebook pour être conscient de tout ce que ça implique. Ce qui est très drôle, c'est quand tu dis que l'intelligence artificielle pourrait nous résumer, elle pourrait relever les points. Les points saillants dans une politique comme celle-là. Donc, c'est ça, voir les trucs, là, c'est vendu à des gens. Oh, ça, j'aime pas ça, au lieu d'avoir à lire les 19 000. Parce qu'il y a beaucoup de gens de mots là-dedans qui sont des trucs légaux. Il y a du jargon, ben oui. Il y a du jargon, c'est conventionnel, il n'y a rien d'exceptionnel à dire, ben on va prendre ton nom puisque tu nous le donnes. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite. On pourrait le résumer avec l'intelligence artificielle. Voilà, résumer. Bon point. Les politiques. On a un autre business, Alain. Ben oui, on va aller faire ça. On va prendre une courte pause, Pascal, sur la fin de ces actualités pour replacer nos choses. On va recevoir un porte-parole de TELUS pour parler de cybersécurité. C'était le mois de la cybersécurité ce mois-ci, et il y a plein de choses qui se sont passées et il y a des tendances inquiétantes. Il y en a plusieurs qui sont émergentes. On va faire le tour. Restez là, c'est super intéressant. On revient avec ça tout de suite à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition de cybersécurité, je vais dire comme ça. Ça vient, là on est à la fin octobre, c'est la fin du mois de la cybersécurité qui s'amorce. C'est un mois qui a été chaud en fait de plein de façons parce que, et je vais m'auto-plugger, on a dans les derniers jours d'avoir fait une pas pire bonne enquête sur ce qui s'est passé à la Banque nationale. Il y a des dizaines de clients affaires de la banque qui ont perdu beaucoup d'argent, ça se chiffre en millions de dollars. Et on a creusé un peu cette histoire-là et on s'est rendu compte que c'était un problème effectivement. Bon, ça concerne la banque parce que tu es au centre de l'action, mais c'est vraiment aussi au niveau du comportement des gens, du public, des clients de la banque, mais aussi des consommateurs, des gens normaux comme nous, qui ont été victimes d'une énorme campagne d'hameçonnage qui est à la source du problème. Donc, beaucoup d'actions à ce niveau-là. Et pour des conseils, en tout cas, pour savoir quoi faire, pour se protéger
connaître les nouvelles tendances, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont à peine émergentes là, ces jours-ci au Canada, mais aussi au Québec en français. On a avec nous Martin Bélanger, qui est vice-président vente technique TELUS Solutions d'affaires. Bonjour Martin. Bonjour Alain. Merci Bonjour d'être avec nous, c'est super gentil, puis ça va être important parce que c'est un sujet sérieux qu'on prend un peu trop à la légère, je pense, au niveau consommateur, parce qu'on pense souvent, parce qu'évidemment, quand on en parle au niveau des médias, on plastronne des grands chiffres, là, on parle de milliards d'argent, puis c'est toujours des grandes entreprises, tout ça, mais à la base, ce que j'ai compris dans les dernières semaines, c'est que ça commence toujours par des gestes individuels qu'on fait qui sont souvent imprudents. L'hameçonnage est un bon filon. On en parle des hameçonnages depuis des dizaines d'années, depuis au moins 10-12 ans. Et c'est encore un problème. Je ne sais pas de votre côté, chez TELUS, si vous le voyez, mais c'est un problème qui n'est pas prêt de s'en aller, là, si j'ai bien compris. Là. Ben non, c'est une façon très efficace là, pour les malfaiteurs de s'immiscer sur vos équipements, puis soit les bloquer, soit suturer de l'information. Puis comme tu mentionnais, Alain, le facteur humain est important dans l'hameçonnage. C'est souvent la personne en avant de l'appareil qui va laisser un malfaiteur s'infiltrer sur vos équipements. Fait il faut faire l'éducation, la sensibilisation, d'aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, ne doit pas faire avec les équipements. Puis évidemment, ça évolue parce que les malfaiteurs aussi ont des nouvelles technologies, ont des nouvelles façons de faire. Donc, il faut continuer d'éduquer, puis je pense que ça ne va probablement jamais arrêter. C'est une sensibilisation qu'il faut continuer de faire. Puis, je prends le parallèle un peu là, de quand on a ajouté l'obligation d'avoir la ceinture de sécurité dans la voiture. C'est un peu ça. Il y avait beaucoup d'éducation à faire au départ. Aujourd'hui, c'est un automatisme pour beaucoup de monde parce que tous les gens embarquent dans la voiture, s'attachent. Je pense qu'un jour, on va probablement arriver où les gens vont avoir l'habitude de toujours ouvrir leur VPN quand ils font du commerce en ligne. Ils vont faire des actions qui vont les protéger de façon naturelle, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire de ce côté-là. Quand on parle d'hameçonnage, dans votre cas, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle, nous, on est dans le domaine, on sait un peu ce que c'est, mais concrètement, pour vos clients, qu'est-ce que c'est l'hameçonnage? Comment ça se manifeste? Bien, il y a plusieurs façons. Celle qu'on voit le plus souvent, puis je vous dirais que c'est probablement plus de 90% des cas aujourd'hui, c'est via un courriel, un faux courriel que vous recevez, dans lequel il y a soit un lien, une pièce jointe qu'on vous demande de cliquer, puis vous ouvrez la porte, dans le fond, à vos informations aux malfaiteurs. Donc, on va s'y prendre de différentes façons. Le temps des fêtes s'en vient. Il va y avoir beaucoup avec le Boxing Day, évidemment, il va y avoir beaucoup de commerce en ligne qui va être fait. Les gens reçoivent des colis à la maison. On va vous envoyer un faux courriel, qui a un colis qui va arriver dans les prochains jours. Si vous voulez suivre la trace de votre colis, cliquez ici. Et puis, ben, vous ouvrez la porte aux malfaiteurs pour s'immiscer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable. Oui, on lit sur les émotions pas mal, effectivement. Ouais. Et ce genre d'hameçonnage-là, c'est maintenant aussi sur les textos. C'est plus seulement... voilà. Exactement, on appelle ça en anglais smishing. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça, mais oui, par les textos, on va voir la même chose parce qu'encore là, il y a des compagnies courriers ou de transport qui vont faire des suivis. Puis parfois, c'est légitime. Hein? On reçoit des courriels ou même des fois des rendez-vous pour une installation d'un système d'alarme à la maison. Donc, de plus en plus, c'est utilisé par les entreprises pour automatiser ces interventions-là. Puis, bien évidemment, les malfaiteurs ont vu une opportunité de reproduire ces textos-là puis de s'attaquer à votre appareil, à votre téléphone. C'est ça la partie, je disais tantôt, c'est émotif parce qu'on fait craindre aux gens qu'ils n'auront pas ce qu'ils attendent, surtout dans le cas de livraison ou même de fausses livraisons. C'est-à-dire qu'on dit « Hey, il y a un colis qui t'attend à Poste Canada, chez UPS, à DHL, il faut payer 3 $, c'est une somme qui est... » Il faut évidemment aller sur un lien, cliquer sur un lien et se rendre dans le faux site et ainsi de suite. Et ça, je pense, c'est la première chose que les gens doivent réaliser, c'est que, et ce que les experts nous disent souvent, puis tu pourras compléter, Martin, mais normalement, une institution financière, une entreprise, une grande entreprise qui est très responsable en sécurité, en cybersécurité, ne va pas demander, ne va pas contacter activement quelqu'un pour l'envoyer vers un site. Elle va dire appelez-nous ou contactez ou rentrez l'adresse de notre site web manuellement de votre côté et là, on vous offrira le service ou le dépannage ou peu importe ce qui est offert. C'est un peu comme ça qu'il faut, au premier degré, prendre la chose. Là. Sous aucune circonstance, on devrait transmettre de l'information personnelle à quelqu'un qui vous appelle ou qui vous écrit. Que ce soit un organisme gouvernemental, que ce soit une entreprise, vous devez être celui qui les contacte
pour transmettre cette information-là et non pas le contraire. Oui. Et de plus en plus d'organisations aussi, si jamais ils ont entré en contact avec vous, ils vont vous demander d'entrer un code pour vous identifier. Donc, ils vont vous envoyer un code sur votre appareil téléphonique, puis ils vont vous demander de le répéter pour s'assurer qu'ils parlent à la bonne personne. Donc, vous allez avoir aussi la double authentification qu'on appelle, qui est une nouvelle façon de faire pour les entreprises là, qui ont besoin d'entrer en contact avec vous. Là. Autrement, on ne divulgue jamais d'informations personnelles à quelqu'un qui vous contacte. Je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. Si une banque ou si une institution, une entreprise vous appelle et demande un code en échange pour s'identifier, c'est pas à vous d'aller sur le site de la banque ou de l'entreprise pour générer un code en vous identifiant. Il faut que le code vienne alors que la personne vous parle. Parce que souvent, c'est un cas de fraude que j'ai vu récemment où les gens recevaient un appel et se faisaient dire d'aller sur le site de leur banque pour leur recevoir le code et eux demander le code de l'autre bout et là, eux rentrer dans le compte et se pousser avec de l'argent. Donc, plus c'est compliqué, plus c'est facile pour les pirates, c'est un peu plate à dire, mais de déjouer le système et de confondre un peu le public d'une certaine façon. Exact. Puis je pense qu'une des façons de faire, c'est de maintenant, on doit douter. On doit douter de chacun des appels ou des courriels ou des textos qu'on reçoit. Puis si jamais ça se produit, moi, ce que je vous suggère, c'est raccrocher et rappeler à l'institution financière, rappeler à la banque, tout simplement. Et pas le numéro qui est donné sur le message. Les gens qui font l'erreur reçoivent un message, appelez-nous à tel numéro en cas de problème. Puis là, tu dis, appelez le numéro qui est écrit dans le courriel, mais c'est un faux numéro, puis c'est un faux centre d'appel qui prend le message, puis qui vont dire, oui, monsieur, vous êtes au bon endroit, donnez-nous vos identifiants. Fait qu'il faut aller nous-mêmes faire la recherche sur Internet, sur le dos de notre carte de crédit, sur le dos de notre carte client, pour trouver le véritable numéro de l'institution qui nous appelle. Oui, puis c'est facile d'afficher 1-800, banque patente là, en tant qu'appelant, donc de fausser son numéro, même si ce n'est pas son vrai numéro de téléphone. Oui. Exact. Il y a un autre truc, parce qu'on parlait de smishing, qui est du hameçonnage par message texte, et ça, c'est de plus en plus courant, et de plus en plus, on a toujours cette protection au Québec, parce qu'en français, on envoyait très rarement des campagnes d'hameçonnage, disons, bien écrites, je vais le dire comme ça, qui était souvent le premier signal d'alarme, là, qu'on voyait plein de fautes d'orthographe, c'était écrit tout croche, c'était à peu près aux couleurs d'une banque canadienne ou pas, ou d'un service, ou peu importe. Mais ça s'est raffiné beaucoup. Et là, il y a la prochaine affaire, c'est l'hameçonnage vocal par la voix. Donc, les gens appellent justement les gens. Et c'est même plus loin que les entreprises. Souvent, si on imite la voix, puis là, je pense que ça doit être une affaire d'intelligence artificielle, on reproduit la voix d'une personne proche des victimes. Ça commence à être extrêmement ciblé. Et ça existe pour vrai, là. Ah, définitivement, de plus en plus. Puis ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont reproduire une voix d'une personne connue de votre entourage. Puis on va vous donner, il va y avoir un sentiment d'urgence. Vous devez poser une action rapidement. Puis évidemment, c'est émotif. Hein? Si c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de près, on va vous demander de transférer de l'argent. La personne est prise en prison à Acapulco. Parce que sur les réseaux sociaux, cette personne-là est à Acapulco présentement. Oui. Donc, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente. Donc, encore une fois, le même principe que quand vous recevez un appel, vous n'êtes pas convaincu que c'est la bonne personne, raccrochez et rappelez cette personne-là. Ou si la personne est dans une station de police, une poste de police, demandez-lui de rappeler. Vous faites vos recherches, trouvez le numéro du poste de police et rappelez à ce numéro-là par vous-même et demandez de parler à la personne que vous connaissez. Ne jamais céder à la tentation, là, même si c'est une voix que vous pensez connaître. L'intelligence artificielle est assez poussée maintenant là, pour vous induire en erreur à ce niveau-là. Oui. Comme la part sombre de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Parce que ça permet de faire plein de belles choses. Et là, clairement, les pirates l'ont compris eux aussi, puis c'est un peu un problème. Oui, puis c'est de plus en plus présent. Il y a quelque chose dont on me parlait récemment, puis tu pourras me le dire mieux, Martin, parce que c'est une différence entre la téléphonie mobile et l'informatique de bureau. C'est que avec Windows, depuis plus de 20 ans, on sait qu'on peut installer un antivirus et on est plus ou moins, en tout cas peut-être un peu mieux protégé que si on n'en a pas du tout. C'est moins apparent sur téléphonie mobile. Est-ce qu'on peut avoir des antivirus sur son cellulaire? Est-ce que c'est vraiment, il existe des outils de protection mobile, disons, qui nous permettent d'éviter de tomber dans des pièges faciles? Oui, c'est un bon point que tu amènes, Alain, parce que c'est maintenant un des vecteurs importants. Hein, les téléphones mobiles, vous accédez à vos réseaux sociaux habituellement via un téléphone intelligent. Donc, oui, maintenant, il y a des nouvelles solutions, comme par exemple TELUS. Là, on a une solution qui s'appelle Protection numérique de TELUS. Puis, à l'arrière de ça, au niveau de la technologie, c'est Norton, qui est similaire à ce que vous pouvez avoir sur un ordinateur. Donc, c'est une application que vous téléchargez, il y a un abonnement.
Puis ça vient avec différents services, dont un service de VPN, de réseau privé sur votre appareil, un service qui va bloquer évidemment des liens qui ont été identifiés comme malicieux, par exemple, puis un service d'antivirus de base également. Donc oui, ça existe. Ça fait partie des solutions là, qu'on offre maintenant, là. Intéressant, ça, c'est bon. Le VPN, c'est particulièrement intéressant, puis ça coupe aussi tout le pistage que d'autres services plus ou moins légitimes font quand on se promène sur Internet. Oui, puis encore une fois, il y a beaucoup maintenant, le téléphone intelligent sert pour, on fait des achats en ligne avec un téléphone intelligent, on fait du commerce en ligne, donc d'utiliser le VPN là, quand on fait du commerce en ligne ou quand vous vous connectez à des services Wi-Fi publics. Les gens, des fois, peuvent ne pas penser que ça existe, mais quand vous êtes à un endroit, dans un lieu public, puis vous cherchez parce que vous voulez économiser des données, vous voulez utiliser le réseau public, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas tous légitimes, ces réseaux publics-là. Vous pouvez avoir un malfaiteur qui a ouvert lui-même un réseau public que vous pouvez accéder gratuitement, puis on vous suit à la trace à partir de ce moment-là. Là. Donc, en ayant le VPN, ça va empêcher, là, ça va créer un tunnel, puis ça va empêcher que ça se produise. Là. Surtout si vous prévoyez voyager à Noël et que vous allez à l'aéroport, c'est un des endroits où on trouve beaucoup de ces faux réseaux publics-là, parce que c'est souvent là où les gens veulent, surtout à l'étranger, ne veulent pas activer les données, donc se connectent au Wi-Fi. Exact. C'est là où ça peut devenir dangereux, effectivement. Est-ce que, je ne sais pas chez vous, chez TELUS, Martin, comment vous voyez ça, mais Google, Apple, Microsoft, ils sont quelques-uns à pousser beaucoup pour des outils qui remplaceraient éventuellement les identifiants et les mots de passe. Et je pense qu'ils appellent ça les passkeys, donc qui est une espèce de super système d'authentification qui utilise souvent la reconnaissance biométrique sur leurs appareils. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'on s'en va vers ça, la fin du mot de passe à la solution au problème du piratage et de la cybersécurité? C'est une partie de la solution parce qu'évidemment, si vous perdez votre appareil, on veut s'assurer qu'il est bloqué, mais ce n'est pas 100% de la solution. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous avez des applications sur votre appareil intelligent. Ces applications-là ne sont pas nécessairement protégées par ces passkeys-là. Puis vous pouvez donner de l'information via ces applications-là. Les fameuses applications gratuites, c'est bien, c'est le fun, mais dites-vous que les gens qui vous proposent ces applications-là veulent aussi avoir de l'information sur vous. Puis rapidement, on va accepter à peu près tout ce qu'ils vont nous demander. On peut partager nos courriels, on peut partager nos photos, on peut partager un paquet d'informations personnelles à ces applications-là. Puis ces passkeys-là ne vous empêcheront pas là, d'avoir des mauvaises applications. Puis d'avoir évidemment des gens qui vont vous soutirer de l'information personnelle sur vous. Là. Donc, il faut être vigilant. C'est pas parce qu'il y a juste un mois de la cybersécurité par année que le restant de l'année, il faut laisser tomber la vigilance, si je comprends. Ah, pas du tout. Pas du tout. Effectivement. C'est à l'année. Voilà. Il n'y a pas de solution magique, donc il faut être prudent. Merci, Martin. C'est super intéressant. Donc, la première chose à faire, les amis, vous le savez, on n'accepte pas les hyperliens reçus dont on ne connaît pas la source et on est toujours vigilant, très important. Martin Bélanger, vice-président vente technique TELUS Solutions d'affaires. Merci d'avoir été avec nous, très intéressant. Merci Alain, merci Pascal. Plaisir d'être là. Nous, on fait une courte pause et on revient avec nos gadgets dans un instant. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech, troisième segment de l'épisode où on respire un peu, on se calme parce que là, toute cette discussion sur la cybersécurité, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais l'hameçonnage par téléphone où les gens imitent la voix de quelqu'un pour soutirer de l'argent, en bon français, ça me flabbergaste, ça fait exploser mon cerveau. Il faut vraiment vouloir arnaquer les gens à un niveau avancé pour faire ça sérieux. C'est comme si jamais je t'appelle avec une demande urgente d'argent, dis non. Rappelle-moi, puis demande-moi si j'ai vraiment besoin d'argent. Ça devrait être non. Les gens qui reçoivent des courriels de leur boss, hein, « Hey, viens-moi vite, 40 000 dans mon compte personnel. » C'est souvent un faux courriel. Oui, et ça semble farfelu comme scénario, mais dans beaucoup d'entreprises, des petites entreprises, soit tu as des boss un peu brouillons, et souvent, c'est des affaires qui arrivent. J'arrive, je m'en vais en voyage d'affaires, peux-tu me virer un client, annuler une commande, peux-tu m'envoyer? Ça peut arriver, ça peut être crédible. Alain, tu vas parler d'une bebelle, je t'envie.
Ah, c'est moi qui commence, parfait. Je ne savais pas, je n'étais pas sûr. Si tu veux, écoute, vas-y. Parlons-en. La compagnie DJI, qu'on connaît bien, compagnie chinoise qui fait des drones, qui fait des caméras d'action, qui fait plein d'affaires, vient de lancer cette semaine, c'est tout chaud, ça vient de sortir une nouvelle caméra, une nouvelle version en fait de sa caméra Pocket, Osmo Pocket, qui s'appelle donc la Osmo Pocket 3 de DJI. Je me suis répété un peu, mais c'est donc, vous aurez compris, la 3e version de cette caméra, qui est une caméra auto-balancée. Le terme exact, c'est une caméra à suspension de pardon, je recommence parce que c'est dur à dire. C'est une caméra à suspension en cardan. Tu sais, l'expression qu'on n'utilise jamais pour dire ça. En anglais, c'est une caméra avec gimbal, donc avec un système de balance, essentiellement, qui fait que l'objectif pointe toujours à la bonne place, ou si on bouge rapidement, effectue une transition en douceur vers la cible, la nouvelle cible qu'on veut filmer. L'appareil vient d'être mis en marché parce que ça faisait un petit bout de temps que les gens qui connaissaient bien la Osmo Pocket 2 espéraient une mise à niveau qui leur permettrait de faire des vidéos mieux adaptées aux médias numériques modernes. Une façon de dire, on veut faire des vidéos verticales sur TikTok. C'est vraiment essentiellement ça. Il y a beaucoup d'améliorations sur la fiche technique d'un bout à l'autre de la caméra, mais essentiellement, la grosse affaire, c'est que quand on l'allume, on a un petit écran OLED de 2 pouces, qui est le moniteur, en fait, pour ce qu'on fait, qui s'allume en le pivotant à 90 degrés à l'horizontale pour faire des vidéos en mode paysage. Mais une fois qu'il est allumé, on peut aussi le laisser en mode, et là, je vais appuyer sur l'écran parce que c'est un écran tactile, on peut la mettre en mode vertical pour faire des vidéos verticales à publier ensuite sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et ainsi de suite, à la demande des utilisateurs. C'est ce que DJI a voulu faire pour offrir une caméra qui fait les deux, horizontale et verticale. La Pocket, c'est une caméra qui se veut, en anglais, le terme, c'est prosumer. Donc, pour les consommateurs qui vont en vacances en famille, qui veulent partager du contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi les gens qui sont vaguement influenceurs ou vaguement intéressés à faire du contenu de qualité ou à produire des trucs, qu'ils partagent ensuite sur les réseaux sociaux à des fins semi-sérieuses et professionnelles, je vais le dire comme ça. Si vous êtes un petit influenceur en émergence et que vous voulez devenir un grand influenceur, ça peut être un bon premier outil pour le faire. Le capteur vidéo là-dessus est excellent. Il fait aussi de la photo. Il y a un zoom qui est un zoom numérique, mais on utilise les, je pense, 60 mégapixels du capteur pour aller chercher plus de définition à distance. Ce qui permet, c'est dur à dire, il y a un zoom quand même d'assez bonne distance je vais le faire, qui est 4x en fait, en vidéo. Donc, ça fait un bon... Et qu'on peut utiliser en filmant aussi, parce qu'il n'y a pas de 3 objectifs côte à côte comme sur les téléphones. Donc, quand on zoome, il n'y a pas de cassure où on change d'objectif pour aller vers le téléobjectif. Tout se fait très fluide, très naturellement. On peut enregistrer des vidéos en résolution 4K jusqu'à raison de 120 images par seconde. Avec HDR. HDR, vous savez, c'est l'espèce de standard de gestion du contraste pour avoir une image toujours très illuminée dans toutes les zones, même quand il y a beaucoup de lumière dans un coin puis beaucoup de tons sombres ailleurs. Je veux dire, l'image qui en ressort est vraiment exceptionnelle, est vraiment très belle. Ce qui est drôle, c'est que l'appareil est tellement petit, avec son petit écran de 2 pouces, qu'on a l'impression qu'on fait juste des petites images avec, mais non. Du 4K, c'est bon sur un gros téléviseur et ça s'affiche, c'est extrêmement détaillé, extrêmement net. L'affichage est tactile. On a aussi un petit contrôleur, un petit joystick qui permet de contrôler la direction, permet de gérer aussi les différents modes de prise de vue parce qu'on peut le laisser le verrouiller, en fait, pour qu'on puisse déplacer l'objectif dans la direction qu'on veut. On peut le laisser fixe, on peut le verrouiller à l'inverse pour qu'il ne pointe, par exemple, qu'à un seul endroit et même si on bouge beaucoup avec l'appareil, l'objectif reste stable sur le sujet. Ce qui permet justement d'éviter d'avoir des gens qui vibrent ou qui bougent. Quand on est, je ne sais pas, en voiture, par exemple, ou en vélo, puis on veut filmer une action de mouvement, puis ça évite beaucoup de vibrations dans l'image et de perdre le sujet. Et on a aussi, la grosse nouveauté, c'est qu'on a aussi intégré la connexion Wi-Fi, ce qui n'était pas le cas sur les anciennes versions de la Osmo Pocket. La Pocket 2 avait un petit accessoire qu'on accrochait dessus qui permettait de faire une connexion sans fil ou même de la connecter par USB à un ordinateur ou à un téléphone, et là, de l'utiliser pour transférer de l'image et faire d'autres trucs. Mais en intégrant le Wi-Fi dans l'appareil, ce que ça permet, c'est de, évidemment, transférer facilement ces images vers un téléphone, surtout parce que c'est vraiment l'application mobile qui vient avec qui est intéressante. Et on peut faire dans l'application mobile de l'édition vidéo sur le pouce. On peut automatiser, pour bâtir un peu des vidéoclips avec du texte ou de la musique ou ainsi de suite, on peut faire ça, c'est presque automatisé. Donc, on peut créer vraiment des clips pas interactifs, mais multimédia enrichis, mettons, assez facilement. Et on peut ensuite partager ça sur les réseaux sans trop d'efforts. Et on peut aussi, et c'est peut-être ça la plus grosse nouveauté avec cette version-là, c'est qu'on peut faire de la diffusion en direct. On peut, à travers la connexion de la caméra sur un réseau Wi-Fi qui n'est pas nécessairement celui du téléphone, diffuser sur YouTube et Facebook en direct.
Ce qui est intéressant, c'est que ça devient un outil de... Par exemple, nous, les gens dans les médias, les journalistes, on pourrait, par exemple, faire des entrevues en direct parce que l'appareil peut suivre un sujet, parce qu'on peut aussi, évidemment, acheter le kit, et ça, c'est l'autre partie de la conversation. Il existe une trousse de créateurs qui vient avec, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui permet d'avoir avec une batterie d'appoint, ce qui n'est pas rien, mais un petit trépied, qui est quand même aussi pratique pour la stabiliser, et un micro sans fil, un micro-cravate sans fil. Et tout ça mis ensemble, on a un petit studio de télé dans la poche parce que l'appareil a, et c'est là la troisième partie de mon essai, a une fonction qui s'appelle Active Track. Et on est rendu à la version 6.0 de ça. C'est la technologie de reconnaissance visuelle intégrée à la caméra qui permet de suivre un sujet. On peut, avec l'écran tactile de l'appareil, définir le sujet de son choix, que ce soit un objet ou une personne, mais on peut aussi avoir une fonction qui détecte les visages et qui va suivre automatiquement le visage. Il y a un défaut, elle ne suit qu'un objet à la fois. Ça serait le fun, par exemple, que moi et Pascal, quand on se voit, la fois par 3 ans où on se voit en personne, qu'on ait cette caméra-là et qu'on puisse, selon qui parle, automatiquement serrer, cadrer sur le sujet qui parle pour faire comme un effet de caméra, comme si on était vraiment dans un studio à plusieurs caméras, mais ça, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est peut-être une limite assez pointue, on s'entend, mais le suivi de visage est excellent. On peut demander de suivre un visage et elle va nous suivre et on peut sortir de l'écran et revenir et elle va nous recapter et recommencer à centrer l'image sur le visage de la personne. Et avec le micro sans fil qui vient avec, qui est d'ailleurs par ailleurs très bon, on peut évidemment à distance démarrer l'enregistrement, mais on peut aussi capter la voix sans que ce soit avec un micro distant. Souvent, on fait des vidéos avec notre téléphone et le son est toujours de qualité moins bonne que l'image. Il faut combiner le son. Si on enregistre avec une deuxième source d'enregistrement, il faut combiner au montage le son, synchroniser, taper des mains pour que l'image se synchronise. Là, on sauve cette étape-là, ça se fait tout seul. Évidemment, c'est un appareil sans fil à batterie. Il y a 110 minutes, environ presque 2 heures d'autonomie par charge. Le kit du créateur, ou en tout cas les accessoires qui sont vendus avec, incluent 2 styles de batterie. La plus grosse ajoute 100 minutes, donc double presque l'autonomie de l'appareil. Donc, c'est pratique si vous partez en randonnée ou peu importe, vous pouvez traîner ça dans vos poches et ça fonctionne assez bien. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui sont peut-être des limites. La première, et on en reparlera tantôt, mais on ne peut pas faire de... Je ne pourrais pas, par exemple, l'utiliser dans Zoom parce qu'elle n'a pas cette fonction de caméra web pour un ordinateur personnel ou même pour un ordinateur, même pour un téléphone, en fait, ou une tablette, là, natif. C'est-à-dire qu'elle le fait, elle a ce qu'il faut pour le faire, mais DJI ne le supporte pas. Si vous voulez le faire, il existe des logiciels qui ne sont pas autorisés, mais qui permettent de le faire pour contourner. La Pocket 2, ça se fait assez bien. Il y a des tutoriels partout sur Internet. La Pocket 3, elle est nouvelle. Je n'ai pas trouvé la façon de le faire. Elle n'est pas encore reconnue parce qu'elle se connecte de façon différente au réseau Wi-Fi que ce que faisait la Pocket 2. Donc, ce n'est pas encore entièrement fonctionnel. Ça va certainement le devenir. Peut-être que DJI va l'offrir éventuellement parce que c'est une fonction très populaire du côté de GoPro, qui est le principal concurrent de DJI dans ce marché-là. Logitech aussi le permet. Il y a d'autres fabricants de caméras qui le font et de plus en plus, c'est courant même sur les téléphones intelligents. Donc, on imagine que c'est une limite qui va sauter rapidement. Et l'autre détail, c'est que c'est une caméra qui coûte à la base 520 $ américains, donc 715 $ canadiens, seulement pour la caméra. Si on veut la trousse pour créateur avec le micro, le trépied, la batterie d'appoint, il y a même il y a une petite lentille qu'on rajoute sur le capteur caméra pour faire comme un grand angle, un petit peu plus grand angle, l'équivalent de 15 mm. Ben, ça coûte 669 $ américains et 925 $ canadiens, ce qui est quand même une dépense assez sérieuse, ce qui fait que c'est un appareil, comme je vous disais, qui n'est pas nécessairement pour les consommateurs grand public. On peut faire la plupart des choses qu'on veut faire avec un téléphone de nos jours, mais pour les gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui veulent investir dans ce genre de communication-là là, au niveau public, c'est quelque chose qui peut être à considérer. C'est sûr que c'est un appareil très portable. Souvent, hein, on a l'air sérieux quand on a une grosse caméra avec des gros objectifs, avec des grosses lumières, avec des grosses patentes. Ça, c'est assez discret. Si vous êtes déjà à considérer, parce que DJI fait aussi, dans la gamme Osmo, une suspension à cardan pour téléphone intelligent. Donc, il y a toute la même fonction, mais au lieu d'avoir une caméra, il y a un socle pour mettre son téléphone. Il y a cette fonction-là qui existe aussi, mais celle-là, avec la caméra, la qualité de l'image et du son est évidemment bien meilleure. Donc, c'est à considérer. Si ça tombe dans votre créneau, cette caméra-là est une belle amélioration par rapport à sa précédente, mais ça reste un marché assez niché, donc à considérer si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ben, c'est peut-être un peu trop pointu.
La chose que pour les gens qui nous regardent pas, les gens qui nous écoutent seulement, tu n'as pas Mhm. mentionné à quel point c'était petit. Tu as dit que c'était petit, Oui. mais c'est plus petit qu'une canette de boisson Écoute, gazeuse, c'est là. gros C'est comme un tube plus de étroit, dentifrice, mettons, je vais dire ça gros comme comme un ça. tube. C'est ça, je cherchais depuis tout à l'heure la métaphore, une grosse carotte, je ne sais pas comment dire, et je me souviens qu'au premier CES, non, mais j'essaie de trouver une métaphore, Mhm. c'est un tout petit objet, c'est pas Oui. comme une GoPro, c'est plus compact, et c'est un tout petit truc qui bouge au sommet d'un bâton. Et puis, au premier CES où ils ont lancé, il y avait beaucoup de gens au CES, des journalistes qui filmaient avec ça. Il y avait de Mhm. l'air d'agents secrets tellement qu'il y avait de l'air de se promener avec une baguette magique. Il Et y a on un se petit rendait peu de compte ça, que ça... effectivement. Puis, oui, puis comme c'est plus compact qu'un appareil professionnel, les gens qui filment avec ça, on a l'impression que c'est un peu des touristes ou des C'est amateurs, alors que furtif comme façon de l'image, filmer. effectivement, qui en sort est de bonne qualité quand même. Effectivement, il manquerait peut-être l'équivalent d'un socle pour un petit flash ou pour une lumière qu'on pourrait ajouter, ce qui n'est pas vendu, qui ne vient pas avec. Ce Oui. sera peut-être pour la Pocket 4, mais oui, non, c'est ça, c'est un appareil qui est très, très compact. Ça vient avec une petite protection en plastique qui permet de la tenir dans sa poche et ça tient dans une poche de pantalon. Donc, c'est Exactement, effectivement extrêmement c'est portable. fou, fou, fou. Tout petit Mhm. tube de dentifrice, une boîte de dentifrice avec la boîte, vraiment, Ouais. vraiment rigolo. Je suis content que tu l'aies touché, j'espère qu'un jour je vais pouvoir y toucher aussi. Moi, j'ai un téléphone pour les gens d'affaires. Oh, un Le téléphone sérieux. ThinkPhone. Oui, un téléphone le ThinkPhone de Lenovo. Moi, j'ai une Mhm. grande nostalgie pour les laptops Lenovo. J'ai eu pendant des années un laptop Lenovo, bien construit, des touches le fun. Maintenant, c'était IBM qui avait les ThinkPad à l'époque. Maintenant, c'est Lenovo qui les produit. Le téléphone, le ThinkPhone de Lenovo, c'est un téléphone qui est fait par Motorola, qui a le processeur Snapdragon 8 génération 1, 8 plus génération 1. Donc, c'était le processeur de l'an passé. C'est pas le plus sexy, c'est pas le plus haut de gamme, mais il est conçu pour être durable et étanche. Donc, il a la certification IP68. Il y a un Ah, petit étui de plastique qui est inclus. Il y a un rafraîchissement de 144 Hz, donc qui est très rapide de rafraîchissement. J'ai trouvé qu'il fonctionnait super bien pour quelqu'un qui veut un téléphone professionnel. La lacune, c'est que les caméras sont correctes. C'est 2 caméras de 50 mégapixels, grand angle et angle plus normal. J'ai pas pris des photos exceptionnelles avec. Je pense que c'est pas le marché. Le but, c'est des gens qui veulent travailler en efficacement. fait, ça serait Et pouvoir numériser des documents avec, c'est ça que tu veux. numériser des documents, ça va très bien faire le travail. Mais si on veut, par exemple, faire des photos plus artistiques, c'est peut-être pas l'appareil à se procurer. Il y a Mhm. 256 gigs de stockage. Là, Quand j'ai même. fait, oh, OK, là, on a comme le double de la plupart des téléphones que j'ai essayé récemment. Et il est 700 canadiens. D'habitude, j'ai le temps, la surprise à la fin. Ah, quand même. Ben, Ah, déjà oh, sous les quand 1000 même! et en plus, là, à Ah, 700, c'est un oh, autre quand niveau, là. même, 700 Mhm. sur un téléphone pour le travail, pour la productivité. Et là, j'ai eu un peu peur. Écoute, la recharge rapide 68 watts, Quand ça même. peut durer jusqu'à 36 heures sur une charge. L'autonomie est excellente. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Il y a un petit bouton d'action. On va commencer avec les gimmicks. Le petit bouton d'action, le petit bouton rouge que sur les laptops Lenovo, la petite tétine au Oui. milieu, est évoqué par ce bouton d'action qui Peut-être. permet, avec la pression d'un bouton, ce qui est arrivé sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, si je Mhm. ne m'abuse, il y a maintenant un bouton d'action qui remplace l'interrupteur. Donc, on peut s'en servir et le maintenir pour activer différentes fonctions. Ça peut être la capture d'écran, l'enregistrement vocal, ça peut être, entre autres, le mode silencieux si on veut le faire. Donc, on peut programmer, mais aussi le bouton Ready for. Ready for, c'est une application qu'on installe dans son ordinateur qui permet d'activer différentes options. Et j'avoue que j'ai été très agréablement surpris parce que c'est fait pour que ton téléphone communique bien avec ton appareil. Là, les gens qui ont des iPhones vont dire: «Oh, c'est comme Continuity». Oui, Ah. mais avec plus d'options chouettes. Donc, on pourrait prendre une application de son téléphone et la diffuser en continu dans son écran d'ordinateur. Fait que, mettons, tu as, je sais pas moi, Spotify dans ton téléphone, tu veux le voir dans ton écran d'ordinateur, tu peux contrôler ta musique, ton application Spotify, dans une fenêtre de ton ordinateur. On aurait pu Tu peux appeler ça transformer. Chouette-Inuiti. Chouette, j'ai trouvé ça très, très chouette. Donc, peu importe l'application que tu voudrais gérer, tu peux l'avoir dans ton écran d'ordinateur. Tu peux partager l'écran de ton téléphone très facilement. Encore une fois, tu vas pouvoir contrôler ton téléphone de ton ordinateur sans avoir besoin de toucher.
Tu pourrais, si tu veux, transformer ton téléphone en webcam. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est pas tous les téléphones qui sont super. C'est Et assez donc, nouveau comme fonction, ouais, pour le faire de c'est bonne de qualité, là. faire facilement, c'était déjà possible. Ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais changer la webcam ici. Je vais faire un Ready for Camera. Bonjour les gens qui nous regardent sur YouTube. Oh mon Dieu. Et j'ai la caméra du Il y a une belle téléphone définition. On voit quand même, il y a un niveau de résolution qui semble plus élevé que la webcam ordinaire. Mais je ne sais pas, il y a clairement de la correction parce que tu vois, tu as les yeux là-dessus qui sont à la limite épeurants, là. La définition est un petit peu exagérée. Donc clairement, il y a de la retouche, mais ça fait une belle job. Écoute, j'ai approché le téléphone pour un effet maximal. J'utilise en ce moment la caméra selfie, mais si je voulais, je pourrais tourner la caméra et là, whoop, je pourrais filmer avec la caméra principale du téléphone à l'horizontale ou à la verticale. En ce moment, mon téléphone est à la verticale. J'aime pas ça, mais comme tu le vois, l'image reste horizontale. Il y a un Oui. peu de correction de couleur à faire, mais je pense que c'est mieux que la caméra de beaucoup, beaucoup d'appareils. En ajustant un peu mon éclairage, je peux faire probablement de grandes choses. Fait que l'application comme ça permet entre autres de contrôler l'arrière-plan, le flou, mettre un masque vidéo, même mettre, j'aime beaucoup la lumière studio, qui fait tout simplement allumer Qui les corrige réflexes. oui, les balances de C'est blanc. pas exactement ça. Moi, je m'attendais à ça. C'est ce que je m'attendais. Ce que ça fait, c'est que ça allume la lampe de poche de ton téléphone. Ah, OK. Ah, mon Dieu. Ah, bon, ben, c'est pas une. OK. Et Oh, c'est pas donc, tu pareil. es éclairé Elle n'a pas avec trop un peu. utilisé. Oh, Et oui. c'est ça, ça éclaire un petit peu plus. Fait que l'application Ready for, c'est une belle réussite, permet de transférer des fichiers, permet de transformer son téléphone en point d'accès. Tu as aussi un presse-papier intelligent. Puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire avec différentes applications, différents trucs. Mais là, dans ce cas-ci, ce que tu copies-colles dans ton téléphone, tu le vois dans ton ordinateur et vice-versa. Donc, je trouve ça très drôle. Des fois, tu copies un lien, puis là, tu veux l'ouvrir dans ton téléphone, ben, tu ouvres ton application Ready for et pouf, tu as ton lien dans ton téléphone. Fait que ça combine des belles options. Téléphone robuste, résistant, j'ai trouvé qu'il n'était pas cher. Je m'attendais à ce qu'il soit plus cher que Oui, quand ça. même. C'est une belle option, je trouve. Puis le téléphone, encore une fois, n'est pas le plus sexy. Il n'y a pas de pavé pour l'appareil photo. Les photos sont correctes sans plus. Mais pour quelqu'un qui cherche un téléphone, le fun pour la productivité. Puis toutes les belles, quand tu parlais des options, les gestes Motorola, tu peux le secouer pour démarrer des choses. Tu peux Ah, ils ont démarrer. intégré ça aussi. Ah, c'est bien ça. Sont Ah oui, intégrés. parce Fait que que ça, tous les les gestes nouveaux Motorola, mis sur tu peux le Motorola un peu. configurer. Oui. Donc, si tu veux, tu peux faire des gestes avec des démarrages rapides pour savoir si tu tapes 2 fois sur ton téléphone, qu'est-ce qui va démarrer. Je pense que les gens peuvent s'amuser avec ces différentes options-là. Le Think Phone, De comme les Motorola. ThinkBook de Comme ouais, Lenovo. ouais, Est-ce que la marque ouais. Motorola s'affiche ou c'est strictement du Lenovo? Je vois, oui, Motorola est partout. Motorola OK. est partout dans le téléphone. Je me serais attendu peut-être à quelque chose de plus ThinkPad, mais le petit bouton rouge est très chouette. Et encore une fois, bouton d'action, il y a ça maintenant sur les nouveaux iPhones, mais je trouve ça cool qu'il y ait cette option-là dans un téléphone Android pour le travail. Bien ça. Le Think Très, Phone très de chouette. Lenovo. Pas cher en plus, c'est intéressant, effectivement. C'est assez intéressant comme option. J'ai vu qu'il est en solde chez certains opérateurs à 0$. Oui. Ben, c'est le temps, puis on en parlera la semaine prochaine, mais parce que c'est le temps des soldes. J'ai un téléphone Motorola ici, justement, le Moto G Stylus. Oui. Il coûte 300$ pour un téléphone avec Wow. stylet intégré. C'est 5 fois moins cher qu'un Galaxy S Ultra avec stylet intégré aussi. Donc, c'est le temps des aubaines. Si vous cherchez un téléphone, il n'y a aucun doute. Cela dit, nous, ça m'a fait à l'émission, Pascal, costaud comme podcast, comme à chaque Beaucoup de semaine. choses. Oui. On va quand même remercier nos commanditaires là, qui nous permettent de faire ces émissions de profondeur. Plan Hub, TELUS, Jura, on vous remercie. J'ai hâte de me faire une autre tasse de café. C23, le groupe Cogeco, qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec. Bonjour, partout au Québec. Claude Hébert, la mise en onde. Alain McKenna, je te salue. Pareillement, Pascal. Un peu partout. Moi, on peut me trouver sur pascalforget.com. Si jamais vous avez envie de consulter mes petits billets avec plus de détails sur les produits dont je parle. Oui, allez-y. La semaine prochaine, revenez nous voir parce qu'on va parler de choses sérieuses avec Intel. On va parler de Wi-Fi 7, de Thunderbolt 5, d'Intel Core de 14e génération. C'est du costaud, encore une fois, qui s'en vient. Donc, abonnez-vous, écoutez-nous et restez avec nous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!